Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue au Muséum d'Orléans. J'attends juste les dernières personnes qui arrivent. Bonjour, installez-vous. Bonsoir, du coup nous vous accueillons pour un nouvel épisode de la série du MOB avec ce soir nous avons le plaisir d'accueillir Karim Benzarara qui nous vient de l'Institut de minéralogie, physique des matériaux et cosmochimie à Sorbonne Université. Il est directeur de recherche dans cet institut et donc son travail se situe à l'interface entre la microbiologie et la minéralogie. Donc pourquoi je vous dis ça, c'est qu'on a une thématique aujourd'hui, donc on a intitulé Vivants sans frontières, qui a pour vocation d'aborder les liens qui unissent, parfois sans qu'on s'en rende bien compte, mais justement Karim est là pour nous permettre de bien conscientiser tout cela, les liens qui unissent les mondes vivants et le monde minéral, qui sont, donc, comme je disais, bien plus étroitement liés qu'on ne le soupçonne parfois. Donc je vais avoir le plaisir de passer la parole à Karim pour qu'il puisse vous emmener en voyage dans ces univers. Voilà. Merci Karim de votre venue et bonne conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je suis ravi d'être ici ce soir et de pouvoir partager avec vous un peu des réflexions et puis un peu ces histoires sur ce sujet. Alors c'est particulier finalement, qu'est-ce qui distingue ou qu'est-ce qui unit le monde minéral et le monde vivant. Bon, c'est pas forcément des questions qui viennent spontanément, mais voilà, j'espère que vous verrez qu'il y a finalement énormément de sujets liés à cette question et on va essayer de voyager un petit peu sur différents thèmes et différentes contrées aussi. Voilà. Vivant, minéral, première question. Vous avez une image ici. Alors cette image, elle est réalisée à l'aide d'un microscope électronique à balayage, donc avec un grandissement assez fort. Parce que vous voyez la barre d'échelle ici, donc c'est un demi-micromètre, c'est-à-dire un 2 millième de millimètre. Voilà. Donc vous voyez, il faut couper la règle, le millimètre de la règle en nombreuses subdivisions. Donc voilà, ça vous donne un peu l'échelle un peu de ces objets. Donc question. Qui pense que ces objets sont des êtres vivants? On dirait. On dirait. Je ne sais pas si vous levez la main juste pour voir, c'est un sondage. D'accord. Qui pense que ce sont des cristaux? Beaucoup moins. Beaucoup moins, d'accord. Bon, réponse à la fin. Bon, sauf si vraiment vous insistez, mais on verra ça plus tard. Voilà. Bon, donc je vais rentrer un peu dans cette idée qu'on nous oppose très souvent le minéral et le vivant. Il y a plein de raisons pour lesquelles on le fait. Là, j'ai juste repris, bien sûr, ce livre assez emblématique de Linné. Vous voyez, bon, là, on est à une édition avancée, mais du Systema Naturae. Et vous avez cette citation qui, en gros, vous explique que tous les objets à la surface de la Terre, créés par un créateur, peuvent être divisés en gros en 3 règnes. Vous avez bien sûr le règne animal, le règne végétal et puis le règne minéral. Voilà, donc les minéraux là-dedans sont nec vivua, nec sententia, donc ils ne sont ni sensibles ni vivants. Et je dirais que voilà, c'est cette perception que finalement le minéral, on le classe, et on le classe dans une catégorie à part des êtres vivants que l'on va classer eux-mêmes entre eux. Et ça, je pense que c'est cette conception que le minéral, c'est vraiment quelque chose d'autre que le vivant. Bon, vous allez voir, c'est en grande partie vrai. Mais voilà, elle ancre pas mal de notre apprentissage. Et là, je cherchais vite fait des choses, justement, des illustrations dans les livres scolaires. Vous voyez, donc, ce qu'on peut trouver, c'est des exercices pour les primaires. Et vous voyez, vous avez des quiz sur classer, est-ce que ces objets sont des animaux, des végétaux ou des minéraux?
Là, on est vraiment dans l'inné, on est resté là. Et puis, alors là, c'est le corrigé, à droite, vous avez le corrigé ici d'un exercice. Et puis, dans le corrigé, bien sûr, il fallait reconnaître si la vache était un animal, un végétal ou un minéral. Bon, j'imagine que souvent les élèves répondent un animal. Mais on vous explique pourquoi, ce qui distingue toutes ces choses-là. Donc, vous voyez, là, un être vivant s'agrandit, comme les végétaux, et ça peut avoir des petits. Donc, ça se développe et ça se reproduit. Voilà, un être vivant. Et pour vivre, il faut aussi quand même un certain nombre de choses. Pour se développer, pour se reproduire, il faut pouvoir se nourrir, respirer, boire de l'eau. C'est ce qu'on va appeler le métabolisme. On a un métabolisme qui nous permet finalement de vivre, de nous reproduire. Et on verra peut-être aussi de faire d'autres choses. Alors que ici, le minéral, c'est un élément naturel. Alors une roche, un galet, de l'eau. On reviendra sur la définition. Je n'aurai pas exactement la même, et ça, ce n'est pas vivant. Bon, ça se mord un peu la queue, mais vous voyez en tout cas la conception là que le vivant et le minéral, c'est vraiment des choses qui n'ont rien à voir, parce que voilà, le vivant, ça se reproduit, alors que le minéral, non. Bon, on va revenir sur ces concepts. Vous voyez, on part pas très, on revient au primaire et on va revenir un peu sur ces choses-là. Alors, au-delà du fait que, et on reviendra sur les définitions du vivant, du minéral, mais au-delà de ce fait-là, et c'est ce sur quoi je voudrais insister ce soir, et c'est le principal message, c'est que le minéral, effectivement, ma conclusion, ce sera que c'est un fonctionnement certainement différent du vivant, mais finalement, le minéral est aussi très intégré dans le vivant. Et c'est une composante, en fait, majeure du vivant, de nombreux êtres vivants. Et là, je vous donne juste quelques exemples. Si vous prenez cet objet, esthétiquement très joli, si vous enlevez la couverture supérieure de cet objet, vous obtenez cet objet, où vous dites, c'est une roche, un caillou, et effectivement, c'est le squelette de ce corail. Et vous voyez, ce corail ne serait pas pareil s'il n'avait pas ce squelette. Cette limace, alors j'ai évité l'escargot, j'ai pris la limace, parce que la coquille est beaucoup moins apparente, mais chez un certain nombre de limaces, vous avez une coquille à l'intérieur qui est très réduite, mais vous trouvez cette coquille, et cette coquille dure est composée de minéral. Là-dessus. Le poisson, j'aurais pu prendre un être humain, mais le poisson, vous voyez, quand vous faites effectivement la radiographie, vous utilisez les rayons X, vous constatez qu'il y a à l'intérieur quelque chose d'opaque aux rayons X, quelque chose de lourd, et c'est le squelette, l'endosquelette, le squelette interne de cet organisme. Et là, à nouveau, c'est du minéral. C'est-à-dire, cette radiographie connue, très connue, puisque c'était un cliché pris par Röntgen, le découvreur des rayons X, premier prix Nobel de physique, et vous voyez, qui met à nouveau en évidence le fait que nous sommes composés de minéraux. Ce végétal, c'est pas que les animaux, bien sûr, c'est les végétaux aussi, c'est une prêle. Si finalement vous la broyez et vous brûlez la matière organique, il vous reste un tas, et ce tas est composé de minéraux. Et enfin, à des échelles plus petites, et ça, je vous en présenterai plus d'exemples par la suite, on a un certain nombre de micro-organismes, d'algues et d'autres micro-organismes qui, voilà l'organisme vivant dans l'eau, qui peut se mouvoir, etc. Et puis, si vous enlevez en fait la partie cellulaire de ce vivant, il reste un squelette aussi. Même ces micro-organismes ont des squelettes, comme le poisson ou nous-mêmes. Voilà, donc simplement, vous voyez, on peut opposer minéral et vivant, mais en réalité, à la fin, fonctionnellement, quand on veut comprendre le fonctionnement de ces êtres vivants, il va falloir intégrer, ça va être mon grand message, il faut intégrer la partie minérale qui les compose et qui est indispensable dans leur fonctionnement. Alors,
nombreux autres exemples de minéraux formés par le vivant. Bon, bah là, effectivement, la carapace du homard, bien dure, présente un certain nombre de minéraux à l'intérieur. Et puis, je vais vous parler un petit peu de ces choses-là. Là, ces micro-organismes, vous voyez une barre ici, à nouveau, la barre d'échelle, donc 200 nanomètres, donc 1/5 millième de millimètre. Donc vraiment, on ne le voit pas à l'œil nu, on a besoin de microscope électronique pour regarder ces objets-là. Et tous ces points jaunes sont des minéraux à l'intérieur ici c'est une bactérie, à l'intérieur de cette bactérie. Voilà, donc on va détailler un peu ces objets-là, on va raconter quelques histoires autour de ça, avec cette idée de vous montrer que minéral et vivant, c'est pas deux choses. C'est pas deux entités qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Les uns sont intégrés à l'histoire des autres. Alors, dans toute introduction, il faut définir les termes. Et bon, alors ça c'est, pour un sujet comme ça, c'est pas le plus simple. Qu'est-ce que le vivant? En gros, c'est un travail encore philosophique en cours, d'essayer de comprendre comment on définit le vivant, et même de comprendre si d'ailleurs il faut essayer de le définir. Voilà, et vous voyez que bon, j'ai pris quelques exemples, quelques citations, juste pour illustrer les choses. Claude Bernard, 1854, il est illusoire et chimérique, contraire à l'esprit même de la science, de chercher une définition absolue de la vie. La biologie est une science expérimentale et n'a pas à donner des définitions a priori. Alors, son idée, elle était un peu plus spécifique là-dedans, c'était de dire, bon, écoutez, on sait de quoi, on peut travailler sur quelque chose, et essayer de comprendre comment ça fonctionne. À partir du moment où bon, bah, je sais, j'ai une bonne idée que ce sur quoi je travaille c'est vivant, bah, je travaille dessus, j'essaye de comprendre comment ça fonctionne. Et puis bon, les définitions, bah, éventuellement elles viendront plus tard, mais j'en ai pas besoin a priori. Et je ne devrais pas les avoir a priori, sinon ça va me limiter dans mon travail. Voilà. Mais en tout cas, vous voyez, ça souligne le fait que bah, vous demandez à un biologiste comme Claude Bernard qu'est-ce que le vivant, bon, il ne vous dit pas bah, le vivant c'est telle chose et telle chose. Ça vous met déjà un petit peu sur la puce à l'oreille, hein, sur la difficulté à définir le vivant. J'ai pris, parce que j'aime beaucoup ce livre de Schrödinger, qu'est-ce que la vie? Donc Schrödinger, prix Nobel de physique, et qui est vraiment sur la physique quantique, qui s'intéresse un peu à plutôt les atomes et ce que sont les atomes et comment ça fonctionne, une population d'atomes. Vous voyez, à une échelle très 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 fine. Mais en réalité, cette échelle très très petite, les atomes, elle n'est pas si lointaine de l'échelle de la cellule. Bien sûr, une cellule est composée de très nombreux atomes, mais finalement, son point, c'était de dire, bon, bah, il n'y en a pas tant que ça, finalement, dans une cellule, et du coup, ces objets-là, ces cellules-là, ce vivant, il doit avoir un fonctionnement bien particulier qui leur permet de faire avec les lois de la physique quantique, qui sont des lois un peu bizarres. Et donc, bon, lui, il avait une définition opérationnelle. Il essayait de dire, bon, qu'est-ce que le vivant? Est-ce que la matière vivante, est-ce que c'est quelque chose de différent de la matière non vivante? Et voilà, ce qu'il propose, c'est que la matière vivante échappe à la décomposition vers l'équilibre. Bon, je ne vais pas aller je vais pas m'appesantir sur les concepts qui sont derrière, mais voilà, ce que les physiciens à cette époque comprennent, il y a les grands principes de la thermodynamique et comprennent qu'un système non vivant, ce sur quoi le physicien travaille principalement à cette époque, les systèmes non vivants, eh bien, il y a une tendance naturelle, c'est d'aller vers, vous savez, le fameux désordre. Et c'est ça l'équilibre. Or, quand vous regardez un être vivant qui persiste au cours du temps, bon, bah, là il y a un petit peu un choc, on se dit mais bon, bah, il ne suit pas ce principe de la thermodynamique. Il y a eu énormément de discussions autour de tout ça, ce concept hein, qu'on appelle l'entropie. Bon, bah, le vivant irait à l'encontre de ce principe, bon, jusqu'à un moment où les gens comprennent que en fait, le vivant réussirait à se maintenir,
Pourquoi? Parce que il respire et il échange avec son milieu extracellulaire, comme nous on le fait, on mange, on boit, et ça nous permet de lutter contre cette décomposition. Voilà. Mais ce qu'il dit aussi dans ce livre, là, qu'est-ce que la vie? C'est, vraisemblablement, hein, si on veut comprendre un peu le fonctionnement du vivant, va falloir s'attendre à avoir des choses qui n'obéissent pas aux lois ordinaires de la physique. C'est-à-dire, bien sûr, ces êtres vivants vont devoir répondre aux lois de la physique, mais disons que ce sont des systèmes qui vont fonctionner un peu différemment de ceux qu'on a l'habitude d'étudier en tant que physicien à cette époque. Voilà, donc à nouveau, alors il ne vous dit pas qu'il définit la vie, mais il vous dit en tout cas la matière vivante, il y a des propriétés un peu différentes de la matière non vivante. Et enfin, donc, une définition qui est énormément reprise c'est celle-ci. Alors c'est Joyce qui du coup donne un compte-rendu d'un groupe de travail mis en place dans le cadre de groupes de travaux de la NASA, avec l'objectif de comprendre finalement si on veut aller rechercher la vie ailleurs, il faut rechercher quoi? C'est quoi la vie? Et donc, là au moins c'est une sorte on essaye d'avoir une définition opérationnelle, enfin quelque chose qui va aider à savoir, bon ça c'est de la vie, ça n'en est pas. Et voilà une définition qui est donnée et qui est reprise très souvent. La vie, c'est un système chimique, donc bon, c'est matériel, c'est composé d'atomes, différents atomes, qui s'auto-maintient. D'accord? Il n'y a pas quelque chose qui le crée et il peut, comme ça, fonctionner par lui-même, hein, en se nourrissant, grâce à son métabolisme. Et il est capable d'évolution darwinienne. Donc c'est un système chimique qui est capable de se maintenir, de se reproduire et d'évoluer. Voilà une définition de la vie. Alors quand je dis opérationnel, hein, on en rediscutera, pour quelqu'un qui va sur Mars, de savoir si c'est si opérationnel, mais en tout cas voilà une définition de la vie. D'accord, donc qu'est-ce que le vivant? Vous posez la question à 150 chercheurs différents, vous avez certainement 150 définitions, mais bon, voilà des essais. Alors, ok, au-delà de la définition, qu'est-ce que le vivant? C'est-à-dire à quoi ressemble le vivant tel qu'on le connaît? Et celui qu'on connaît à ce jour, on ne connaît qu'une occurrence, hein, c'est sur Terre. À quoi ça ressemble? Voilà, je voulais vous montrer cette figure que vous avez peut-être déjà vue, hein, enfin, elle est déclinée en plein de formes différentes. Ce qu'on appelle un arbre. Alors, éventuellement, ce que vous voyez, hein, ces branches ici, qui donc conduisent à ces trois parties, ces trois domaines, et ces trois domaines du vivant. Ce que vous avez, c'est toutes ces branches ici correspondent, et il y a un nom au bout de ces branches, ces noms correspondent à des organismes vivants sur Terre actuellement. Et ce qu'on représente ici, ce sont en fait les liens de parenté entre ces organismes vivants. C'est-à-dire que ceux qui sont côte à côte, qui ont des branches qui se rejoignent assez proches, eh bien sont des cousins proches. Et plus deux classes d'organismes sont éloignées dans l'arbre, plus ils sont éloignés au niveau de leur histoire évolutive. Il y a plusieurs choses, sans aller dans les détails, là-dedans, qu'on peut constater. La première, c'est que tout se rejoint en un point. C'est-à-dire que si vous prenez toute la diversité des êtres vivants aujourd'hui, hein, qu'on n'est même pas capable d'appréhender complètement, hein, on la découvre, mais on ne l'a pas recensée de manière exhaustive. Si vous prenez tous ces organismes qu'on décrit aujourd'hui à la surface de la Terre, on est capable de retrouver un ancêtre. Ils ont tous un ancêtre commun. Ce n'est pas forcément le premier être vivant sur Terre, cet ancêtre commun. C'est le dernier ancêtre de tous les êtres vivants aujourd'hui. Donc tous les êtres vivants à la surface de la Terre sont apparentés. Sur la base ici qui nous a permis de construire cet arbre.
La deuxième chose, c'est que vous voyez, il y a 3 grands domaines de la vie. Et ces 3 grands domaines, alors si, enfin, vous voyez, il y a des noms, donc Guillaume Lecointre a déjà fait son exposé, alors je ne sais pas s'il rentre dans cette systématique et cette description, bon, donc des noms, voilà, des fois un peu baroques, mais encore une fois, hein, ce sont des êtres vivants, vous pouvez mettre une image derrière. Finalement, les êtres vivants avec lesquels on a le plus communément l'habitude de côtoyer sont ici. Métazoa et métazoaires, dans lesquels vous allez trouver les animaux, les plantes. Là, vous avez les champignons, et ils sont ici. Tout le reste, vous voyez, c'est énormément d'autres branches. Ce sont des micro-organismes. Des choses que vous ne voyez pas à l'œil nu. Vous voyez qu'une énorme diversité du vivant ne se voit pas à l'œil nu. Donc à quoi ressemble le vivant? Qu'est-ce que le vivant? À quoi ça ressemble? Bah, en gros, si je voulais simplifier un peu les choses, bon, c'est microscopique. Et puis, bon, bah, on verra, mais ça peut avoir différentes formes. Et puis, ça peut, disons, vivre complètement différemment, dans des environnements complètement différents, etc., etc. Par contre, tous ces êtres vivants ont quelque chose en commun, ils sont composés de cellules. Donc un compartiment délimité, de petite taille, hein, qui va faire de l'ordre du millième de millimètre. Et dans cette cellule, on a tout ce qu'il faut pour avoir une forme qui est capable de s'auto-entretenir et de se reproduire. D'accord? Voilà, donc voilà ma conception du vivant. Hein. On va dire que j'ai une formation de géologue, donc vous voyez, c'est assez simplifié, mais le vivant, le minéral. Alors là, c'est plus simple, même si on commence sur un écueil. Ouais, les enseignants du secondaire qui doivent enseigner là, qu'est-ce que le minéral, c'est leur première question. Je ne comprends pas la définition du minéral parce qu'il y en a plusieurs dans les livres. Et effectivement, il y a plusieurs définitions de minéraux dans les livres. Il y a le minéral, au sens d'ailleurs de la réponse qui était donnée à l'exercice de CE2 que je vous ai montré précédemment. Le minéral, alors je ne me rappelle même plus de la définition, mais voilà, c'est quelque chose, ça peut être une roche, de l'eau, etc. Ça, c'est la définition un peu du chimiste. La matière minérale, on l'oppose à la matière organique. La matière organique, c'est en gros, si je mets le feu, ça brûle et voilà, ça part en fumée. D'accord? La matière minérale, c'est ce qui reste. Chimiquement, les atomes qui composent ces deux matières, généralement, sont différents. Ça, c'est la définition du minéral, la matière minérale du chimiste. Ce n'est pas la définition que je vais vous donner, et ce n'est pas la définition qu'on utilise et que j'ai utilisée pour vous dire ah bah ça c'est du minéral, ça c'est du minéral. Le minéral pour moi et pour l'association internationale de minéralogie, c'est de la matière, un état de la matière, généralement solide, c'est des solides. Ces solides, comme toute la matière, sont composés d'atomes, mais ces atomes, ces minéraux ont la caractéristique d'avoir des atomes qui sont très régulièrement agencés les uns par rapport aux autres. Si vous êtes capable de regarder les atomes, si vous êtes capable de voir un atome ou des atomes constituant ces minéraux, vous allez voir qu'ils sont empilés les uns par rapport aux autres, à une distance très précise les uns par rapport aux autres. C'est aussi ce qu'on appelle l'état cristallin de la matière, les cristaux. C'est ça un cristal. C'est en gros un empilement périodique d'atomes. Je vous donne un exemple. Voici un cristal, usé, qu'on appelle et un minéral ou une espèce minérale que l'on appelle la halite. La composition chimique de la halite, c'est NaCl. Et pour ceux qui ne comprennent rien à ce que je suis en train de dire, c'est aussi du sel de table.
D'accord? C'est du sel de table et ça fait des cristaux. Ça peut faire des cristaux. Non, ça fait des cristaux, et ici vous les voyez, hein, c'est macroscopique. Quand vous l'avez dans votre salière, bon, généralement je vous déconseille d'avoir des cristaux de cette taille. Ils sont beaucoup plus petits, mais si vous regardiez avec votre loupe, vous verriez la même chose, à peu près la même morphologie. Si je descends, et si j'ai un microscope très très puissant, je peux voir les atomes. Ces cristaux de halite sont composés en fait de Na, c'est le symbole pour le sodium, et de Cl, c'est le symbole pour chlore. Donc ils sont composés, c'est le chlorure de sodium. C'est donc des atomes, ici des ions, Na+, et Cl-. C'est donc Na et Cl sont arrangés dans un cube dont on sait exactement que pour le cas de la halite, il fait 5,6 angstroms de côté. Et on sait exactement où sont les atomes de sodium. Vous voyez qu'en fait, ils sont ici, sur ce cube, ils sont au milieu des arêtes. Et il y en a un au milieu du cube. Et le Cl, vous voyez, c'est les sommets du cube. Et en gros, bon, vous voyez, c'est très très petit. Pour obtenir ça, vous n'avez juste, vous associez, tout simplement, vous superposez ces cubes. Là, vous en superposez 2, bah. Et puis là, vous en avez 4. Et puis là, vous voyez, si vous en mettez 10 par 10, et là, si vous empilez ces 100 cubes, vous avez 5,6 nanomètres. Alors là, c'est 1 milliardième de mètre, 1 millionième de millimètre. Alors ça reste très petit, hein. Là, tout à l'heure on était au millième de millimètre, là on est au millionième de millimètre. Mais vous voyez, en fait si je continue à en superposer, eh bien à un moment j'arriverai à des centimètres. C'est-à-dire que quand je vois ça, dans ma tête, je sais où sont les atomes. D'accord? Voilà, donc c'est ça la matière. Donc, minéral, en fait, c'est une ellipse. Qu'est-ce qu'un minéral? Qu'est-ce qu'une espèce minérale? Une espèce minérale, c'est défini de la façon suivante. Ça a une composition chimique particulière et ça a une structure atomique ordonnée particulière qu'on peut décrire. Si j'ai décrit comment sont répartis les atomes et quels sont ces atomes, quelle est leur nature, alors, à ce couple-là, je peux associer un nom d'espèce minérale. C'est marrant, hein, on revient dans l'espèce, comme l'espèce biologique, le règne animal, le règne végétal, et il y a le règne minéral. Et bien dans le règne minéral, il y a les espèces minérales. Et les minéraux, finalement, voilà, il y a une certaine diversité de minéraux, et on les comprend comme de la matière, avec une certaine composition chimique et une structure atomique ordonnée. Alors, de la même manière, je vous ai montré, je vous ai parlé de la diversité du vivant. Il y a, juste un peu pour rappel, ces minéraux composent les roches. Vous avez vu, les atomes, quand on les associe de manière régulière, on obtient un cristal, un minéral. Et maintenant, les minéraux, quand on les associe ensemble, on obtient des roches. Il y a différents types de roches. On peut aller, alors ces belles roches ici qu'on appelle éclogites, vous pouvez trouver en Vendée, en Grèce, île de Groix, etc. Enfin, vous avez ces éclogites avec ces cristaux, ces minéraux rouges, ici qu'on appelle le grenat, et d'autres types de minéraux ici verts ou blancs, qui vont être avec des compositions chimiques différentes et un empilement des atomes qui va se faire selon une symétrie différente. Un marbre eh bien, est composé, alors on ne les voit pas, vous voyez, on les devine un petit peu certains, on voit des domaines ici comme ça, un peu qui semblent homogènes, et effectivement ça fait un cristal. Dans certains cas, les cristaux sont éventuellement invisibles à l'œil nu, il faudrait prendre un microscope et on verrait aussi des limitations de ces domaines, ces cristaux. Si vous allez en Bretagne, vous connaissez les granites, etc. Enfin, avec des cristaux parfois de grande taille. Et donc, revenons aux minéraux, ces espèces minérales, il en existe une grande diversité aussi.
comme dans le vivant, il existe une grande diversité d'espèces animales, végétales, de bactéries, etc. Dans le monde minéral, il existe un grand nombre d'espèces minérales. Alors moins, ici, vous voyez, à ce jour, sont dénombrées à environ 5800 espèces minérales. 5800 qui ont été décrites et acceptées par cette association internationale de la minéralogie, sur la base d'une part de la description de leur composition chimique, de l'agencement de leurs atomes, et le fait qu'on en trouve dans la nature, enfin qui existent en soi, qui n'ont pas été créés simplement dans un laboratoire et qu'on ne connaît que dans un laboratoire. Grâce à ça, vous avez cette instance qui définit le nom d'une espèce minérale. 5800, et voici des exemples de minéraux. Vous retrouvez le sel de table, la halite, NaCl, système cubique, le quartz, ici, sur cette plage, et etc., etc. Le graphite, de la pointe de votre crayon, le diamant. Alors là, c'est plus, le quartz est caché là-dedans, mais voilà. Et la pyrite, fameuse or des fous, calcite, etc., etc. Bon, voilà donc la diversité des minéraux. Je passe là-dessus. Donc vous voyez, le minéral, le vivant, on a du mal à le définir, le minéral, l'espèce minérale, une espèce minérale, on sait très bien, la définition est carrée, il n'y a pas de problème. Dans les deux cas par contre, on connaît sur Terre, et on a une grande diversité dans le monde minéral, dans le monde biologique. On pourrait se dire, bon, finalement, si on revient à la question initiale, bon, on veut distinguer le minéral du vivant. C'est simple, on fait de la chimie, il suffit de déterminer la nature des atomes qui composent ces matières. Peut-être que c'est des atomes différents. Peut-être que chimiquement, un chimiste peut me dire, bon, ben voilà, tu fais cette analyse et tu sauras que c'est de la matière biologique ou c'est de la matière non biologique, de la matière minérale. Vous avez ici cette représentation, donc le tableau de Mendeleïev, la classification périodique, qui en fait recense, enfin, montre la magie en fait d'être capable de, vous avez le recensement des différents atomes que l'on connaît aujourd'hui dans l'univers. Ici la représentation, hein, vous voyez chaque type d'atome, chaque type d'élément chimique est représenté dans une case. Ils sont classés dans un certain ordre. Qui dépendent d'un certain nombre de choses, je ne reviendrai pas là-dessus, et ils sont ici représentés par un symbole. Chaque élément chimique a un symbole donné. Le H c'est pour l'hydrogène, le C c'est pour le carbone, le N c'est pour l'azote, etc., etc. Voilà, donc différents éléments chimiques ont disons, des propriétés différentes, des propriétés chimiques différentes. Le vivant, principalement, hein, c'est composé de carbone, d'azote, d'oxygène, de phosphore et de soufre. Ça, c'est ce qu'on apprend à l'école, et si on fait du jardinage, bon, on a une idée qu'à un moment, il faut apporter ces choses-là. Alors, il y a des choses qui viennent toutes seules, par l'air, par l'eau, mais voilà, il y a des choses éventuellement qu'il faut apporter. Et puis, il y a un certain nombre d'autres éléments, alors ici j'en ai représenté quelques-uns, vous voyez, en pointillé, quelques autres éléments qui sont très importants dans le fonctionnement du vivant, mais qui sont à des quantités, si vous les analysiez de la matière vivante, vous trouveriez ces éléments à des quantités beaucoup plus faibles. Les minéraux, alors en réalité, ils peuvent être composés de tous les éléments qui sont dans ce tableau périodique, mais finalement, vous avez les minéraux les plus abondants à la surface de la Terre, sont composés de carbone, d'oxygène, et puis il y en a aussi de phosphore et de soufre, etc., etc. C'est-à-dire que vous voyez la composition chimique, la nature des éléments chimiques qui composent cette matière minérale ou cette matière biologique, on ne fait pas la distinction à ce niveau-là. C'est très recouvrant. Donc voilà, ça ne va pas nous aider, mais encore une fois, au-delà de ça, hein, au-delà des similitudes et des différences entre le vivant et le minéral, minéraux et vivants, comme je vous l'ai dit, sont intimement liés. Et c'est là-dedans, maintenant qu'on va plonger. On va essayer, non plus d'essayer de distinguer, on y reviendra, le minéral du vivant, on va plutôt se dire comment ça fonctionne ensemble.
Qu'est-ce qui fait que le minéral a une importance sur le vivant et que le vivant a une importance sur le minéral? Premier exemple, le vivant peut former des dépôts minéraux, des dépôts rocheux gigantesques. Bon, bah ça c'est l'illustration la plus classique. Vous avez ici une centaine de mètres de falaise de craie. La craie, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une accumulation de minéraux, de cristaux, qui sont composés de calcium, de carbone et d'oxygène, qu'on appelle carbonate de calcium, qu'on appelle calcite, ça c'est le nom de l'espèce minérale. Et ça, en fait, si vous prenez un microscope électronique, pour regarder un grandissement suffisamment fort d'un morceau de craie détaché de cette falaise, alors ça ne ressemble pas exactement à ça, mais c'est des morceaux de ça. Ça ressemble à ces choses-là. Alors c'est beau, enfin, c'est le critère c'est subjectif, mais ce qu'on reconnaît ici, c'est des cristaux qui sont formés par une algue microscopique, qui vit dans la mer et qui forme ces cristaux et en gros produit cette carapace à sa surface. Ces falaises se sont formées il y a une centaine de millions d'années dans l'océan. C'est du sédiment qui s'est consolidé, et ce sédiment s'est formé au fond d'un océan relativement chaud où pullulaient ces organismes qui produisaient ces cristaux, ces minéraux, et qui, après leur mort, eh bien, ces cristaux sédimentent, ces minéraux sédimentent, forment le sédiment qui plus tard va se consolider et forme ces centaines de mètres d'accumulation de craie. Ça, ces falaises, ce sont des accumulations de minéraux formés par le vivant. Cet organisme, qu'on appelle, alors, pour le petit nom, des coccolithophoridés, ces algues, aujourd'hui, ce sont des organismes énormément étudiés par les climatologues. Vous avez une idée de pourquoi? Comment? Regardez les influences si on peut lire les différents. Alors effectivement, bon, les falaises de craie, ça peut être intéressant parce que on peut aller regarder un peu la composition des différents lits et puis retracer éventuellement, alors ça j'y reviendrai plus tard, mais on peut retracer les climats ou les variations du climat il y a 100 millions d'années. Mais cet organisme-là, on en trouve dans l'océan, ils sont abondants dans l'océan actuel. Ils forment ces minéraux qui sont riches en carbone et en plus, ils forment leur propre matière organique, leur cellule, qui est elle aussi riche en carbone. Ce sont des véritables puits de carbone. Et en fait, ce sont des agents importants dans le cycle du carbone, dans le piégeage du carbone depuis l'atmosphère vers les océans, vers les sédiments. Donc si vous voulez comprendre un peu, prédire le fonctionnement de ce qu'on appelle le cycle du carbone, ce sont des acteurs importants. Voilà d'autres types de gisements rocheux dont on pense qu'ils ont pu être formés par des micro-organismes. Ici, ce sont ces énormes carrières de fer qui se sont formées il y a plusieurs milliards d'années. Et on pense que ces dépôts, eux aussi, comme je vous l'ai montré avec la craie, ont pu être assurés ou permis par l'activité de micro-organismes, en l'occurrence ici de bactéries, responsables donc de la précipitation, de la formation de ces minéraux qui se sont accumulés au fond des océans pendant des millions d'années. Et aujourd'hui, ce sont ici là, les plus grandes carrières de fer exploitées à la surface de la Terre. Voilà, donc le vivant peut former du minéral et ce n'est pas juste un doigt ou un petit objet que je vous montrais au départ, ça peut être des accumulations vraiment gigantesques. Et du coup, ça a une conséquence, c'est que le vivant, en formant du minéral, peut changer la chimie, le fonctionnement de la surface de la Terre. Va avoir vraiment un impact, une influence forte sur le fonctionnement de la surface de la Terre. C'est un des trois graphiques que je montre dans cet exposé.
Ce que je vous montre ici, c'est ce qu'on est capable de retracer, bon, avec de grandes erreurs, avec de grandes incertitudes, hein, malgré tout. C'est la teneur en silice dans l'océan. Dans l'océan, vous avez de la silice dissoute, donc cette matière, ces molécules qui composent le quartz des granites, par exemple. Donc, bien entendu, il y a beaucoup de granit sur les continents s'altèrent, et où va le résidu de cette altération? Il va dans les fleuves, et les fleuves vont dans l'océan. Et donc, ils portent en charge toute cette matière dissoute, et dont la silice. On est capable de retracer, d'avoir une idée de comment évoluer cette teneur en silice au cours des temps géologiques. Ici, l'axe horizontal représente l'axe des temps géologiques. Alors, on commence seulement à 600 millions d'années ici. Hein, d'accord ? La Terre, ça fait 4 milliards d'années qu'elle est en place, mais on représente à partir de 600 millions d'années. Imaginez que là, il faudrait aller au bout de la salle, là-bas, pour avoir toute l'histoire de la Terre. Et vous voyez, au cours des centaines de derniers millions d'années, voilà comment ça évolue. C'est-à-dire qu'il y a 600 millions d'années, les océans étaient riches en silice. Et puis, on pense que ça a diminué sur un premier palier, vers 550 millions d'années. Et puis c'est resté à peu près stable, et puis ça a rediminué assez drastiquement, jusqu'à atteindre des teneurs très très faibles dans l'océan actuel. Actuellement, il y a très peu de silice dans l'eau de mer. Ce n'était pas le cas il y a 600 millions d'années, il y en avait beaucoup. Il y en avait tellement qu'ici, spontanément, cette silice était tellement abondante qu'elle pouvait précipiter et former des roches. On a des roches de cette époque qui sont très riches en silice, et qui sont formées comme ça, elles sont juste précipitées dans l'eau de mer. Aujourd'hui, c'est plus possible. Très peu de silice dans l'eau de mer. Comment on explique ces grands virages, ces grandes diminutions? Eh bien, ils corrèlent temporellement avec l'apparition de certains organismes, de certains êtres vivants. Ici, l'apparition de ce qu'on appelle les radiolaires, des organismes microscopiques ici, qui ont un squelette, et ce squelette, c'est de la silice, et les éponges. Les éponges, voilà, une éponge. Ces éponges, elles contiennent aussi des petits cristaux de silice, des petits minéraux de silice. C'est riche en silice. Et plus tard, ici, ce virage correspond à l'apparition de ces autres organismes, qu'on appelle les diatomées, qui sont des algues abondantes dans les lacs, dans les rivières, dans l'océan, et qui forment de nouveau un squelette, et ce squelette est formé de silice. Ces organismes accumulent la silice pour former leur squelette, et en accumulant cette silice qu'ils trouvent dans l'eau de mer, et de manière massive, ils finissent par appauvrir l'eau de mer en silice. Et donc, à leur apparition, on a vraiment une modification de la composition chimique de l'eau de mer à l'échelle globale, sur Terre. Donc, vous voyez à nouveau comment la formation de minéraux par le vivant a influencé le fonctionnement chimique de la surface de la Terre. C'est aussi important que ça. Je vais passer là-dessus, même si c'était le deuxième graphique. Alors, non, je vais le dire quand même rapidement. Ainsi, d'autres formes de vie. Ces objets, alors là on est en microscopie optique, c'est des objets qui font quelques micromètres, donc vous voyez, quelques millièmes de millimètres. Et vous voyez, c'est filamenteux, c'est vert. Le vert, ça vous rappelle peut-être le vert de la chlorophylle, le vert d'une plante, sauf que ce n'est pas une plante, ce sont des bactéries. Et ces bactéries, en fait, c'est ces organismes chez qui a été inventé ce qu'on appelle la photosynthèse, c'est-à-dire cette capacité à utiliser la lumière, le CO2 et l'eau pour produire de la matière organique, ce qui nous compose, du sucre par exemple, et libérer, quand elles font ça, elles libèrent du dioxygène. Le dioxygène, c'est ce que nous utilisons pour respirer. Sur Terre, à nouveau, donc deuxième graphique, on est capable, grâce aux enregistrements géologiques et des mesures qu'on fait sur les roches, de retracer l'évolution de la teneur dans l'atmosphère en dioxygène au cours des temps géologiques. Et cette fois-ci, vous voyez l'axe, il commence à 4 milliards d'années.
c'est les plus vieilles roches qu'on connaît sur Terre. Donc on est capable d'avoir un enregistrement de ces choses-là, jusqu'à aujourd'hui. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, il y a du dioxygène dans l'atmosphère, on est à peu près 20%, et on est là. Il y a 3 milliards d'années, il n'y avait quasiment pas de dioxygène dans l'atmosphère terrestre. On ne pourrait pas respirer sur la Terre d'il y a 3 milliards d'années. Le dioxygène apparaît de manière relativement abrupte à l'échelle des temps géologiques dans l'atmosphère il y a environ 2,4 milliards d'années. Il y a 2 milliards d'années, 2,5 milliards d'années, d'un coup, il y a de l'oxygène, du dioxygène qui commence à s'accumuler dans l'atmosphère terrestre. On ne connaît pas exactement le timing des choses, mais en tout cas c'est très corrélé à l'apparition de la photosynthèse chez ces bactéries. Cette photosynthèse qui sera transmise plus tard aux plantes et aux algues. Ok, donc voilà, ces organismes donc, sont responsables, ces bactéries, l'apparition de ces bactéries est responsable de l'apparition, l'accumulation de dioxygène dans l'atmosphère terrestre. Avant l'oxygénation de l'atmosphère, le cuivre, qui est un autre élément chimique, bon, qu'on connaît bien pour son utilisation pour les tuyaux, etc., le cuivre ne pouvait être à la surface de la Terre que sous cette forme, ce qu'on appelle le cuivre natif. Voilà, dans une collection de minéraux, la vitrine cuivre est toujours assez courue parce que, enfin en tout cas, si comme moi, la minéralogie, bon, c'est plus un côté un peu esthétique, et vous allez voir ces jolis minéraux, mais vous ne verrez que celui-là, alors que dans une vitrine actuellement, il y en a énormément plus. Il y a tout cela, et vous voyez, c'est joli, il y a différentes couleurs, etc. Et bien, ces cristaux-là, de cuivre, vous voyez, chaque espèce minérale a un nom différent, a une couleur différente, a une forme différente. Eux n'ont pu se former qu'à partir du moment où on a oxygéné l'atmosphère. Si je retrace le film, cuivre natif à cette époque-là, et une grande diversification des espèces minérales contenant du cuivre, une fois que le dioxygène est apparu, suite à l'apparition de ces bactéries qui font la photosynthèse. Donc vous voyez comment le vivant et son évolution a influencé la diversification des espèces minérales. Les minéraux sont diversifiés, leur diversité a évolué, a changé au cours des temps géologiques, et ces changements sont en partie liés à des changements à l'évolution du vivant. Alors je passe là-dessus. Le vivant peut, jusque-là, ce que je vous ai montré, c'est que le vivant peut former des minéraux. Bon, juste pour rappel, le vivant peut aussi les défaire et les dissoudre. Bon, là, c'était effectivement une vidéo, juste une simulation qui vous représente la dissolution d'un minéral. Vous voyez, ça se fait via des trous ici qui se forment, et puis ça se fait sur les arêtes. Et on enlève comme ça des molécules du minéral qui vont dans l'eau. Et ça, c'est la dissolution. Et bon, si vous attendez suffisamment longtemps, il ne reste plus rien. C'est votre granit, c'est votre calcaire qui, sous la pluie et l'action des pluies et du CO2, des acides, vont se dissoudre et finir par disparaître. Et le vivant peut catalyser, c'est-à-dire accélérer cette réaction de dissolution. Et c'est extrêmement important comme processus, puisque c'est comme ça que vous récupérez des éléments nutritifs depuis les sols. Si les éléments nutritifs comme le phosphore sont piégés dans les minéraux, mais que vous en avez absolument besoin, il est intéressant que ces éléments puissent être mobilisés grâce à une dissolution. Et le vivant a mis en place des processus qui permettent d'accélérer la dissolution des minéraux et donc de récupérer ces éléments chimiques que le vivant va utiliser. Alors comment le vivant forme-t-il des minéraux? Je vais être très très bref sur ce sujet. C'est, je dirais, la grosse majorité des études de recherche, des travaux de recherche qui sont en cours actuellement sur cette diversité d'êtres vivants dont je vous ai parlé qui forment des minéraux, et sur cette diversité d'espèces minérales qui sont formées par le vivant. Vous avez une diversité d'équipes scientifiques qui travaillent et qui essayent de comprendre comment un être vivant donné va former un minéral donné. Quels sont les mécanismes? Est-ce qu'il y a des gènes
spécifiques et impliqués. Quels sont ces gènes et que font-ils? Là, ici, vous aviez, donc dans ce film, hein, vous avez ces fameuses diatomées, vous vous rappelez, ces algues qui forment cette carapace de silice. Eh bien, voilà, vous les avez alors. Vous voyez l'échelle, donc c'est quelques millièmes de millimètres. Et on les a ici dans l'eau, et on regarde sous un microscope optique. Et en fait, on met un colorant qui s'attache à la silice qui est nouvellement formée. On voit ainsi, donc vous vous rappelez un peu ce diatomée, si je reviens un peu en arrière, si je peux, oui. Voilà, ça ressemble à ça. Alors, il y a toute une diversité de diatomées. En fait, l'organisme est donc à l'intérieur. Et vous voyez, vous avez ici deux parties. En fait, il y a cette partie-là, et puis cette partie-là. Et ici, il faut imaginer que vous voyez un côté, mais que vous avez l'équivalent de l'autre côté. Et donc, en fait, ça ici, c'est généralement l'analogie qu'on fait, c'est que ça ressemble à une boîte de camembert. Vous avez ce qu'on appelle les deux frustules ou deux valves qui s'emboîtent l'une dans l'autre. Et à l'intérieur, vous avez l'organisme. Alors, bon, il se retrouve un peu emprisonné, mais c'est pas tout le temps comme ça. Il va falloir, il se reproduit, donc il se divise. Quand il se divise, vous avez les deux côtés de la boîte de camembert qui se séparent. Et pour être de nouveau dans une boîte de camembert, eh bien, il faut reformer la partie de la boîte de camembert qui manque pour les deux filles, les deux cellules filles. Voilà, donc c'est ça ici qui est étudié. C'est ça qui est étudié ici. En gros, on met un colorant qui permet ici de repérer donc une des valves, hein, une partie de la boîte de camembert, et vous voyez, tac, ça s'est divisé. Là, il y en a deux maintenant. Là, c'est la cellule qui s'est divisée. Donc, on a assisté à la division et la formation d'une partie d'un frustule là, de silice par ces organismes. Et on peut aller plus loin là-dessus, on peut aller regarder spécifiquement comment ça se forme, et pour ça, il faut aller vraiment avec des microscopes très puissants, microscope électronique en transmission. Cette fois-ci, ceci fait un demi-micromètre, c'est-à-dire un 2/1000 de millimètre. Là, l'épaisseur ici de cette chose-là, c'est un 2/1000 de millimètre. Ça, ce truc bien foncé là, ces choses bien foncées, c'est la silice. C'est la silice dans une des cellules et la silice dans une autre cellule. Là, ces deux cellules sont en train de se diviser. C'était une seule cellule initialement et elle se divise ici. Et elles forment donc la silice d'abord à l'intérieur de leur cellule. Elles forment cette silice au sein d'elles-mêmes et elles l'exportent dans un second temps à l'extérieur d'elles-mêmes pour former cette boîte de camembert qui les renferme. Voilà, donc là, c'est voilà, ce sur quoi s'excitent les chercheurs, essayer de comprendre comment elles le font à l'intérieur et puis comment elles l'expulsent. Parce que mine de rien, au départ, c'est un peu intriguant. Vous voyez, vous avez une membrane qui vous sépare du monde extérieur, et vaut mieux. Et il faut sortir ce truc énorme à l'échelle d'une cellule, il faut le mettre dehors, tout en préservant son intégrité. Et bien ça, par exemple, ce mécanisme, voilà, on est capable d'en faire les images, etc. Ça c'est récent, hein, c'est sorti l'année dernière, mais comment ça marche, on ne sait pas. À quoi cela sert-il de faire des minéraux? À plein de choses, il y a plein de fonctions, ces minéraux formés par le vivant. Bien sûr, le soutien, la locomotion, la défense, ça vous connaissez, enfin, si vous êtes allé vous baigner sans chaussures dans les eaux de la Méditerranée ou autres. Ouais, je vais souvent, surtout en Bretagne, hein, mais donc on incrimine toujours les lieux où on ne va pas. Mais voilà, vous avez ces spicules d'oursin, et ces spicules d'oursin qui sont des cristaux, des beaux monocristaux de carbonate de calcium. La nutrition, voilà, hein, ça c'est un phosphate de calcium, avec des dents acérées et très dures, bien sûr. Mais vous avez énormément d'autres fonctions. Je vais vous en montrer une qui est amusante. Ici, on a prélevé du sédiment. Alors ici, en fait,
pour être très correct, enfin pour vous dire exactement d'où ça vient d'un lac dans le Massif central, ça s'appelle le lac Pavin, c'est pas loin de Clermont-Ferrand. Et alors le lac Pavin, il est très intéressant, il fait 90 mètres de profondeur, on s'amuse bien à aller voir plein de choses en profondeur. En fait là, ici, c'est du sédiment qu'on a pris juste en surface, juste au bord. Hein, il y a beaucoup de touristes, il y a un restaurant à côté, on a pris aussi du sédiment. Et alors, on fait cette expérience, on prend ce sédiment, on l'enferme avec un peu d'eau et dans ce bocal, et on met un aimant. Non, on agite le sédiment, on le laisse se reposer, et puis on met un aimant. On attend un petit peu, et au bout de une demi-heure, 1 heure, il y a une tache plaquée à l'intérieur du bocal contre l'aimant. On voit une tache, alors bon, il faut avoir l'œil, mais on voit une tache blanchâtre plaquée là-dessus. On prélève cette tache et on la met dans une goutte d'eau et on regarde sous un microscope. Et là, on voit plein de micro-organismes, des bactéries. Pour s'amuser un peu plus, ce qu'on fait, c'est qu'à côté de cette goutte d'eau sous notre microscope, on met un aimant et puis l'aimant, on va le faire bouger. On va le tourner. J'ai le pôle nord à gauche. Je vais le faire tourner vers le haut, puis à droite, puis je vais le refaire tourner, etc. Donc je fais tourner un aimant à côté de la goutte où j'ai mes bactéries. Et voilà, vous allez voir des bactéries qui valsent. Et hop. Donc vous voyez, là c'est l'aimant est vers la droite, là on les fait tourner, l'aimant est vers le haut, on fait tourner, là vers la gauche, on fait tourner, etc. Donc à chaque fois qu'on fait tourner, vous les voyez, elles changent la direction de leur nage. Ces bactéries sentent le sens de l'aimant. Voilà. Donc elles font, vous voyez, de la navigation à la boussole. Elles font de la navigation à la boussole. Et comment elles font ça ? Il faut qu'elles soient capables de sentir le champ magnétique. Et pour sentir le champ magnétique, voilà comment elles le font. Voilà une cellule d'une de ces bactéries. Alors il y a plein de choses là-dedans, mais c'est de la microscopie électronique en transmission. Ça fait à nouveau quelques millièmes de millimètres. Et vous avez ces petits objets alignés, ici très très sombres, qui forment des chaînes. Ces chaînes, voilà à quoi ça ressemble ces objets. Alors on les décrit comme cette morphologie d'objets, on parle de balles de fusil. Et quand on étudie cette matière avec un microscope à très fort grandissement, voilà à quoi ça ressemble. On voit ces points-là, on voit un certain nombre de points. Bon, ces points, ce que l'on sait, c'est que ce sont des colonnes d'atomes. Et on voit qu'ils sont, vous voyez, très périodiquement agencés, les uns par rapport aux autres. Donc ces objets sont des cristaux. On est capable d'en avoir la composition chimique. Ils sont composés de fer et d'oxygène. On connaît l'arrangement des atomes, on connaît la composition chimique, on est capable de déduire le nom de l'espèce minérale qui compose ces objets. Et cette espèce minérale est connue depuis très longtemps et s'appelle la magnétite. Magnétite, magnète, aimant. Ces bactéries produisent en leur sein des nano-aimants qui leur permettent de sentir le champ magnétique et de se diriger en fonction du champ magnétique. Former des minéraux peut vous servir à un guidage, pas le GPS, mais à la boussole. Et encore plus joli, enfin aussi joli, c'est que donc ça a été inventé chez les bactéries et on a trouvé, alors ceux-là, on les a trouvés soit dans le sud de la France à la plage, ou en Bretagne aussi, il n'y a pas longtemps, Pleumeur. C'est pas mal comme terrain, vous allez à la plage et vous récoltez du sable et puis bon, vous rentrez à l'hôtel avec votre sable et vous cherchez ces organismes avec un aimant. Et ces organismes, vous voyez, ils sont plus gros. Hein, cette fois-ci, alors bon, c'est pas énormément plus gros, on reste dans les millièmes de millimètres, mais c'est plus gros. Ça fait 20 micromètres au lieu de 3 micromètres. Et en fait, ces organismes, ce sont des cellules avec un noyau dans lequel il y a l'ADN, donc on va parler de cellules eucaryotes. Et autour de ces cellules, vous avez ces filaments. Ces filaments, c'est des bactéries qui tapissent ces eucaryotes. Et ces bactéries forment ces nanocristaux de magnétite. Là, les bactéries ont inventé les aimants qui leur permettent de sentir le champ magnétique. Et ensuite, elles sont entrées en symbiose avec d'autres cellules. Et elles ont conféré, grâce à cette symbiose, la capacité à cet organisme
à cette cellule de se déplacer dans le champ magnétique. Alors vous voyez là, vous avez un signal de l'évolution, hein, où l'évolution, c'est pas juste on mute, etc. On peut aussi s'associer. Et là, je crois que vous aurez il y aura un exposé bientôt là-dessus par Marc-André Sellos. Il faut que je m'arrête, hein, parce que ça va être bientôt. Je ne veux pas vous épuiser complètement, mais ces derniers trucs. Depuis quand le vivant forme-t-il du minéral? On ne connaît pas la réponse précise à cette question, mais certainement depuis très longtemps. Voici des exemples de roches, donc composées de cristaux, de minéraux, qui sont formés par le vivant. On en connaît actuellement, on appelle ça des stromatolites. Alors pourquoi stromatolite? Lith, c'est la pierre, et stromato, c'est les laminations. Et vous voyez, ces pierres, en fait, ces roches présentent des laminations. Ces stromatolites, on en connaît actuellement, ça c'est des stromatolites qu'on étudie dans un lac de cratère de volcan au Mexique. On en forme actuellement. On en trouve ici dans la formation de la Green River aux États-Unis, dans le Wyoming, là, et eux ont 40 millions d'années. Alors vous voyez, morphologiquement, alors ceux-là, ils sont formés il y a quelques centaines d'années. Ici, il y a 40 millions d'années, et ça ressemble beaucoup. Et puis on a ceux-là. Et eux, ils datent de 2,7 milliards d'années. Et on en connaît jusqu'à 3,5 milliards d'années. C'est parmi les plus vieilles traces de vie, dont on pense qu'ils sont des traces de vie, qu'on connaît sur Terre. Donc vous voyez, depuis quand? Depuis très longtemps. Et puis, à nouveau, il y a eu une explosion, une extension de cette formation de minéraux par le vivant, lors de ce qu'on appelle un épisode de l'histoire de la vie, qu'on appelle l'explosion cambrienne. Il y a à peu près 540 millions d'années, on est assez précis, hein. Tout se passe en quelques dizaines de millions d'années. Pour le géologue, ça c'est un instant. Eh bien, on passe de fossiles qui ont cette tête-là, Dickinsonia, des trucs qui ont un corps mou, on ne sait pas bien ce que c'est. Enfin, il y a un grand débat sur est-ce que c'est quand même apparenté à des choses qu'on connaît actuellement ou ça a complètement disparu, voilà. À ça. Vous êtes géologue, vous travaillez sur cette période, vous allez dans des terrains 10 millions d'années plus vieux, vous voyez des choses comme ça. 10 millions d'années plus récents, vous avez des choses comme ça. Là, il y a des carapaces, il y a des minéraux qui forment des squelettes. Donc l'apparition ici des squelettes, elle se fait à l'échelle des temps géologiques, d'un coup, et chez plein d'organismes différents, des choses qui n'ont rien à voir. Des crustacés, des vertébrés, enfin vous avez plein de choses différentes qui d'un coup acquièrent un squelette. Pourquoi, comment? En tout cas ça s'est fait de manière indépendante dans l'histoire biologique, mais tout à ce moment-là. Il reste un débat à savoir qu'est-ce qui a fait que d'un coup les êtres vivants acquièrent un squelette. Je ne rentre pas dans ce débat. Je finis par 2-3 petits trucs, et je vous promets que je vous libère. À quoi ça sert de travailler sur les minéraux formés par le vivant? Je vais peut-être abuser du terme on s'amuse bien ou des choses comme ça. Voilà, mais bon, c'est mon rapport à mon travail. Mais du coup, au-delà de s'amuser, il y a un certain nombre d'applications en fait. Et ça, je dirais que ça motive pas mal d'applications. Au-delà de l'aspect fondamental dont je vous ai parlé, et dont je vous reparlerai juste en conclusion, ça motive un certain nombre d'applications. Très diversifiées dans énormément de domaines. La première, c'est que, alors ici vous avez une coquille d'ormeau. Et vous, alors l'image est vraiment pas belle, mais bon, vous avez tous vu un mollusque quelque part avec un coquillage. C'est irisé, la teinte irisée, c'est ce qu'on appelle la nacre. La nacre, c'est quoi? C'est des cristaux, parfaitement empilés les uns par rapport aux autres. Des cristaux, l'espèce minérale, on l'appelle l'aragonite, carbonate de calcium. On sait former du carbonate de calcium sans vivant. Et quand on regarde les propriétés, c'est le dernier graphique, les propriétés mécaniques de ces cristaux, et qu'on les compare, on voit des choses complètement différentes. Si j'utilise ce cristal que j'ai fait au laboratoire, alors j'ai deux possibilités, c'est soit je tire dessus, soit je l'écrase. Je mesure de combien je pousse pour l'écraser, et je mesure de combien je tire pour l'étirer. Et je regarde, en fonction de combien je pousse ou combien je tire, quelle force je mets,
je regarde de combien ça se déforme. Comment ça se déforme. Et c'est les courbes que ça représente ici. Donc le cristal pur synthétique, il va répondre de cette manière-là. C'est-à-dire que, vous voyez, il se déforme peu. C'est-à-dire que ça se déplace peu selon cet axe, donc ça se déforme peu. Je tire très fort, il ne se déforme pas. Et puis à un moment, il rompt. Il se coupe. Cette aragonite ici, c'est de l'aragonite aussi, c'est ACO3, même empilement des atomes, mais c'est dans la nacre, c'est complètement différent. Si je tire dessus, il se déforme. Il se déforme beaucoup. Et vous voyez qu'il rompt beaucoup plus tard. Donc les propriétés mécaniques sont très différentes dans ce cristal formé par le vivant par rapport au cristal non biologique. Là, à nouveau, il y a des travaux pour essayer de comprendre comment, etc. Et pour s'en inspirer, pour construire des matériaux qui ont des propriétés mécaniques améliorées. Ici, c'est des bactéries qu'on cultive. On leur donne de l'urée, du calcium, on les mélange avec du sable, on obtient un pâté consolidé. On a cimenté du sable. Voilà, donc des bactéries qui utilisent l'urée, dégradent l'urée, et font une transformation chimique qui conduit à la précipitation de minéraux qui viennent cimenter du sable. Là, à nouveau, vous pouvez imaginer les applications en ingénierie civile pour consolider un sédiment, par exemple. Ingénierie, médecine. Je ne sais pas si certaines personnes dans la salle ont eu la désagréable expérience de vivre problèmes, enfin des calculs rénaux, mais finalement, les calculs rénaux, ce sont des cailloux, c'est composé de minéraux. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez des urologues, des néphrologues, qui ont montré que ces minéraux, il en existe une certaine diversité. Vous voyez, ici, c'est toujours du calcium, du carbone, de l'oxygène, mais ici, il y a 2 molécules d'eau associées, une seule molécule ici. Ce n'est pas le même empilement des atomes, donc ça a deux noms d'espèces minérales différentes, V-délite, V-vélite. Et puis, des fois, c'est des phosphates de calcium. Alors, c'est une composition chimique encore différente. Donc, ils utilisent cette composition en minéraux et la morphologie pour faire différentes classes. Et ces différentes classes de calcul sont associées à des origines pathologiques, médicales, différentes de la formation de ces calculs. Donc vous voyez comme un critère de diagnostic. Donc ici vous avez s'intéresser aux minéraux formés par le vivant, c'est aussi des préoccupations médicales dans certains cas. Et enfin, et je m'arrêterai là, on peut utiliser ces minéraux formés par le vivant pour rechercher les traces de vie. Les traces de vie passées et les traces de vie ailleurs. L'exemple le plus connu, c'est celui-ci. En 1996, il y a une équipe américaine qui publie un article dans le magazine Science et qui dit avoir trouvé dans une météorite dont on sait qu'elle vient de Mars des objets et des cristaux de magnétite qui ressemblent aux cristaux de magnétite formés par des bactéries sur Terre et qui ressemblent à aucun cristal de magnétite formé non biologiquement. Ils en concluent qu'ils ont trouvé des minéraux formés par le vivant dans cette météorite et que ces minéraux ont été formés sur Mars. Alors, mine de rien, bon c'est très fondamental, mais alors vous voyez, New York Times, le 8 août, l'Humanité, pour celui-là ou un autre, et Le Monde, là, pareil, vous voyez, en août, ça fait, c'est jeudi 8 août, donc vous voyez, généralement, c'est pas quand même le moment où les gens, enfin si, on a le temps de lire le journal, mais c'est pas le moment quand même le plus occupé, mais Bill Clinton, le 7 août, aujourd'hui, cette roche nommée alors 84001 nous parle à travers des milliards d'années et des millions de miles, ils ont toujours le sens des formules, et elle nous parle de la possibilité d'une vie, de la vie et de la vie ailleurs. Et quelque chose de cette importance doit être exploré, c'est une des missions de notre programme scientifique américain, et du coup, il faut le maintenir. Il faut le soutenir
Et ça tombe bien, il y a le budget du Sénat qui va être voté et la NASA est augmentée. Et ça lance et ça relance l'exploration martienne, qui a été un fiasco pendant longtemps. Et ça lance l'exploration martienne qui dure jusqu'à ce jour. Persévérance, le dernier petit, le rover actuellement, qui est arrivé il y a 2 ans à la surface de Mars. Persévérance, alors vous voyez c'est son selfie là, un selfie avec Ingenuity, l'hélicoptère qui est associé dans cette mission. Donc Persévérance est un rover donc, qui parcourt la surface de Mars, et notamment le cratère G0. Et en fait c'est un rover, il y a un certain nombre d'instruments scientifiques qui sont soit là ou là, et qui permettent d'analyser les minéraux à la surface de Mars. Et le but, c'est de rechercher d'anciennes traces de vie sur Mars. On a choisi, enfin il a été choisi d'atterrir ici. Ça, vous voyez, vous êtes à peu près à l'équateur de Mars. D'atterrir ici, pourquoi? Parce qu'on avait un certain nombre d'images depuis l'orbite qui nous montraient à quoi ça ressemblait, et ça ressemblait à ça. Et ça, les gens qui travaillent sur ces images, etc., tout de suite, ils disent « c'est un ancien lac ». Comment ils le voient? Ils le voient grâce à cet objet-là. Ils voient qu'ici, ici c'est plus haut qu'ici, mais ça c'est un cratère d'impact de météorites. Il y en a plein sur Mars, comme sur la Lune. Et puis ils voient ici quand même que dans ces hauts plateaux, là c'est incisé, et puis ça tourne. Ça fait un peu le canyon. Une rivière qui venait ici. Et quand elle arrive ici, elle dépose cet objet-là qu'ils reconnaissent comme un delta. Comme le delta du Gange, etc. Et donc ça nous indique que ces rivières qui ont incisé les roches ici ont déposé des sédiments dans un lac qui était en place ici. Pourquoi on est allé au fond d'un ancien lac? Parce que, alors voilà la vue d'artiste, hein. C'est plus comme ça maintenant, mais c'était à l'époque où il y avait de l'eau, c'est-à-dire il y a plusieurs milliards d'années. Et pourquoi c'était particulièrement intéressant d'aller au fond d'un lac? Eh bien, voilà, ici à nouveau, alors vous voyez c'est monothématique au niveau terrain, ici vous avez une caméra qui descend là, dans les sédiments du lac Pavin, toujours à côté de Saint-Nectaire. Et vous voyez toute cette mousse verte là qui décolle. Vous savez ce que c'est comme cette mousse verte là, c'est au fond d'un lac. Hein. Des algues? Des algues, ouais. Et lesquelles? Vous ne les reconnaissez pas comme ça, hein, mais bon, c'est juste, je vous en ai parlé. Ben, en fait, principalement, c'est ça. Là, on regarde, là, c'est le sédiment qu'on a prélevé, on l'a regardé en microscopie électronique à balayage. Et vous reconnaissez quoi? Une boîte de camembert, les diatomées, la silice. Et en fait, il y a ces trucs-là aussi, c'est d'autres choses. En fait, quand vous prenez ce sédiment au fond du lac Pavin, c'est bourré de minéraux formés par le vivant. Voilà du coup, la mission, aller chercher des traces de vie anciennes sur Mars. On va aller au fond d'un lac et on va voir si on trouve des minéraux qui ont pu être formés par le vivant. Voilà, donc je m'arrête là, désolé d'avoir été aussi long. Minéral et vivant, ce sont deux états de la matière qui fonctionnent différemment, qu'on peut séparer, même si ce n'est pas toujours simple, mais qui sont intimement liés. C'est-à-dire que enlever des êtres vivants leur partie minérale, pour certains, ça n'a pas de sens, vous ne pourriez plus comprendre comment ça fonctionne. La vie a changé la diversité et le fonctionnement des minéraux. Les minéraux participent au fonctionnement du vivant. Voilà la liaison intime entre les deux. L'évolution biologique s'est faite dans et avec le monde minéral qui a lui-même changé. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'environnement minéral qui a toujours été là, statique, et qui n'a jamais changé, avec le vivant qui a évolué. Non, les deux ont coévolué. Et du coup, vous voyez que cette discipline qu'on appelle la biominéralogie, c'est-à-dire l'étude des minéraux du vivant, c'est éminemment interdisciplinaire. Il n'y a pas, là vous êtes biologiste, alors vous allez faire ça, là vous êtes géologue, là vous êtes physicien, là vous êtes chimiste. Enfin, les questions, on n'a pas envie d'avoir ces frontières qui ne nous aident pas. On a besoin de toutes ces disciplines pour résoudre ces questions. Réponse à la question initiale, que sont ces objets? C'était des cristaux formés par du vivant. Voilà.
Eh bien, je vous remercie pour votre attention. Juste d'autres objets, vous voyez, d'autres minéraux formés par le vivant. Ce livre aussi, c'est d'ailleurs, j'ai pensé juste ce matin, et, ce petit livre là où vous pouvez avoir d'autres informations là, sur la vie fabrique des roches. Et je vous remercie pour votre attention. Bon, j'essaie d'allumer le micro. Merci, je vais le prendre s'il y a des questions comme ça, chacun le tient. Merci beaucoup Karim pour cette présentation et vous n'en faites pas, je pense que en tout cas c'était captivant, donc moi je n'ai pas du tout trouvé le temps long. Est-ce que vous avez des questions pour notre conférencier pendant que j'essaye de... Je vous laisse réfléchir aux questions pendant que j'essaye d'allumer correctement ce micro. Ah, la lumière. Voilà, ça y est, excusez-moi. J'ai deux petites questions. Merci beaucoup pour votre présentation qui était vraiment passionnante, pleine d'informations, pleine de découvertes aussi. Est-ce que la possibilité de la vie sur Mars avec la météorite, est-ce que c'est débat ou est-ce que c'est confirmé cette affaire-là? Et puis, seconde question, pourquoi les petites bactéries s'orientent selon le Champ magnétique. Le magnétisme terrestre, quel est le sens de cela? Alors, réponse à votre première question. Aujourd'hui, une grande partie de la communauté internationale s'accorde sur le fait que ce ne sont vraisemblablement pas des magnétites formés par le vivant. Mais ça, en fait, ça a occupé, moi d'ailleurs, c'est ce qui a motivé mon travail, c'est ce qui m'a lancé en fait dans mon travail de recherche et dans mon travail de thèse, c'était ces questions-là. Et c'est pas du tout trivial en réalité, mais on peut comprendre assez facilement l'écueil, le problème. On trouve des magnétites dans des bactéries qui ressemblent à quelque chose. On trouve des magnétites dans une roche martienne qui se ressemblent. Beaucoup de gens ont regardé des magnétites pas formés par le vivant et ça semble différent. Si vous concluez que les magnétites dans la météorite martienne sont forcément biologiques puisqu'on ne les trouve que dans les micro-organismes, la question qu'on peut vous répliquer, c'est: êtes-vous sûr d'avoir regardé tous les cas non biologiques où vous formez des magnétites? Démontrer que quelque chose n'existe pas, bon, ça ne marche pas. Donc voilà, ça c'est un premier problème. Le deuxième problème qu'il y a, c'est que vous avez une roche, alors, qui n'est pas gigantesque, avec des magnétites, vous avez vu les échelles que je vous ai données tout à l'heure, 100 nanomètres, donc on est un dix millième de millimètre. Méthodologiquement, en 96, en fait, c'était assez compliqué. Et on n'a fait que progresser. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus simple de les caractériser, mais à un moment, ça a été vraiment ça, je dirais, le verrou. Voilà, donc aujourd'hui, la communauté internationale a tendance à, il reste quelques irréductibles, mais à penser que ce n'était pas vraisemblablement enfin, il n'y a pas de preuve, peut-être que c'était des magnétites formés par le vivant, mais il n'y a pas de preuve que ça l'était forcément. Votre deuxième question, à quoi ça sert à ces bactéries de s'orienter selon le champ magnétique? Effectivement. Alors, ces bactéries, elles vivent dans des conditions chimiques particulières. Pour un certain nombre d'entre elles, elles veulent avoir un peu de dioxygène, mais vraiment pas beaucoup. Donc ces endroits-là où il n'y a pas trop de dioxygène, bon, ils sont à un certain endroit, en profondeur. Soit elles y vont de manière aléatoire. Parce que le problème, c'est que en fait, la gravité, là, ces échelles-là, ça marche moins bien. Donc soit elles y vont un peu aléatoirement, soit elles utilisent des lignes droites. Mais quelles lignes droites? Eh bien, il y a des lignes droites qui existent, c'est celles du champ magnétique. Si vous tracez, vous avez dû faire l'expérience, vous mettez un aimant, vous mettez de la limaille de fer et vous voyez les lignes du champ magnétique, bon, bah, c'est des lignes. De la même façon, à l'intérieur de la Terre, vous avez un aimant, et vous avez ces lignes. Alors c'est très faible comme champ magnétique, mais vous l'avez. C'est des lignes, et par exemple dans nos latitudes, ça va vers le bas ou vers le haut, selon le sens dans lequel vous allez, mais en tout cas ça leur permet de se déplacer en une dimension, selon une ligne, donc plus directement aux endroits qui les intéressent. Voilà.
Peut-être pour prolonger cette question, l'orientation de certains oiseaux migrateurs, vous pouvez nous éclairer aussi là-dessus? Alors, seulement vaguement, hein, mais parce que il y a. Alors, non, mais il y a débat en fait sur ces objets. Alors, clairement, vous avez des modes de navigation pour les oiseaux migrateurs, par exemple, les tortues, etc., qui s'appuient sur la vue. Vous avez des choses qui s'appuient sur ces sens-là. Maintenant, on trouve aussi chez de nombreux organismes des cristaux de magnétite au sein du cerveau. Et donc, il y a une question posée si ça peut servir justement à aussi naviguer. Donc là, vous avez un débat entre ceux qui disent oui, mais c'est compliqué parce que malgré tout, le champ magnétique, pour vous donner, alors c'est bien là pour se déplacer selon une ligne. Maintenant, si vous voulez trouver le nord avec le champ magnétique, enfin comme vous le savez, si vous faites de la voile ou etc., bon, ça change un peu régulièrement, quoi. Et mine de rien, si vous voyagez sur des milliers de kilomètres, vous pouvez vous tromper assez fortement. Mais en gros, il y a débat. Voilà. Est-ce qu'il y a une petite part de la navigation qui peut être permise grâce à ces magnétites ou pas? Mais ces organismes ont des magnétites, ouais. Donc,